Pour Ruffin, cette récolte a le goût amer de l'injustice. Car pour lui, le bio n'est ni une étiquette, ni un business. C'est simplement la norme. Pourtant, l'UE a décidé de retirer le cacao congolais de son marché. Il pourrait donc perdre son travail, son seul moyen de subsister. Ça fait maintenant 11 ans. Ça fait 11 ans que je cultive le cacao. Donc, mes parents m'ont légué ce terrain et c'est même comme ça que j'ai pu payer mes frais de scolarité. Mais là, cette décision interdisant l'exportation du cacao congolais, c'est décourageant car ici, tout le monde a investi dans le cacao. On se demande si ce n'est pas pour freiner notre développement. Bienvenue dans notre deuxième édition de la RDC, mesdames et messieurs. Pour vous qui ne me connaissez pas, je suis Kwame Ferdinand, agripreneur, négociant des matières premières, spécialisé dans les cultures pérennes telles que le cacao, le café, les noix de cajou, les palmiers à huile. Sur cette chaîne Entrepreneuriat sans frontières, nous parlons d'investissement, nous parlons de business, nous parlons de développement personnel, nous parlons de mindset. Nous plongeons également au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leurs cris de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural. En apportant d'ailleurs notre expertise favorable à leur réussite, tout en se servant de mise en relation producteurs et architectes sur le marché national et international. Nous mettons également l'accent sur l'éducation entrepreneuriale christocentrique sans tabou. Vous êtes en quête d'informations judicieuses, capital pour le développement de votre business. Soyez les bienvenus, car cette chaîne est faite pour vous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, place au générique. Dans la première vidéo, donc pour vous qui n'avez pas suivi, nous avons parlé des atouts majeurs que dispose la RDC et nous avons parlé comment est-ce que la RDC peut sortir de cette crise de l'exportation du produit de cacao. On avait dit que, à juste le rappel, que pour cela, il faudrait que la RDC puisse créer sa propre bourse qui d'ailleurs est en train d'être analysée. Il faudrait que la RDC puisse briser le monopole de l'achat du cacao qui d'ailleurs sera fait. Et j'espère que les dirigeants de ce pays vont prendre les initiatives de négociation, bien sûr, pour pouvoir restaurer la situation. On a dit que pour que la RDC puisse sortir aussi de cette crise-là, il ne faut pas seulement se concentrer sur les minéraux, mais il doit aussi se baser aussi sur l'agriculture, parce que l'agriculture peut rapporter gros à la RDC. Dans ce numéro de Instant Doc, nous allons plonger dans une information très capitale, illustrer tout ce qui est comme incompréhension de la RDC. Comment sortir la RDC de la liste noire des pays considérés comme ceux qui polluent l'environnement, ceux qui détruisent l'environnement face à l'Union européenne. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue dans Instant Doc. Ce soir, nous revenons pour le dernier de l'année avec le ministre Julien Paluku, qui est un habitué de cet exercice de redevabilité, mais pour parler ce soir d'une problématique qui a sémé la panique, en tout cas au niveau de producteurs congolais de café et du cacao. Il s'agit d'un nouveau règlement de l'Union européenne qui blacklist, si je peux me permettre le terme, le produit comme les cafés, les cacao considérés comme produits contribuant à la déforestation. Monsieur le ministre du Commerce extérieur, les sujets, il est quelque peu technique, mais qu'est-ce que vous pouvez dire en liminaire pour ceux qui nous suivent ce soir, mais surtout pour les producteurs congolais de café et de cacao qui sont très attentifs sur le sujet et qui voudraient savoir ce qu'il en est exactement. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, très chers collègues. Je pense que je vais m'acquitter de devoir, c'est lui d'abord de commencer à adresser mes vœux aux journalistes parce qu'il n'y aura plus un autre 30 décembre 2024
au cours duquel je vais m'adresser à la population congolaise à travers vous. Donc mes voeux à tout le monde, mes voeux à la population congolaise, toute ma compassion à la population de l'Est, à Beni, à Oicha, à Lubero, des populations qui vont passer en fait leurs festivités, les unes dans les écoles, les autres à la Belle Étoile. Alors, nous devons être ici, chers collègues, avec Madame Eve Bazaïba, qui est ministre d'État en charge de l'environnement, mais qui a accompagné le corps de l'artiste dessinateur Emmanuel, qui a inventé les armoiries de la RDC. Nous devrions aussi être avec le ministre d'État en charge de la culture, mais qui a traîné également à Chikapa et qui n'a pas pu faire le déplacement jusqu'ici. Alors, revenant sur la thématique que vous avez évoquée, très chers collègues, il s'agit d'un règlement de l'Union européenne qui, en fait, a été voté par le Parlement européen dans l'optique de ce qu'ils appellent zéro déforestation. C'est-à-dire, l'idée globale de l'Union européenne, c'est de dire qu'il ne faudrait pas que des produits entrent sur les territoires européens alors qu'ils résultent de la déforestation. Étant donné que le monde entier aujourd'hui est dans la protection de l'environnement. Vous savez que la RDC est le champion avec le président de la République qui appelle la RDC pays solution. La philosophie de l'Union européenne cadre donc avec ce que nous faisons ici. Et pour ce faire, l'Union européenne met en place des auditeurs. Les auditeurs qui doivent venir vérifier les champs de cacao, les champs de café pour voir si réellement ces champs ne sont pas établis sur des surfaces dont on a coupé toutes les forêts, comme il y en a ici en RDC. Et alors, curieusement, les auditeurs de l'Union européenne sont basés les uns au Kenya, les autres en Ouganda et les autres au Rwanda. Ce sont ces auditeurs qui viennent auditer en fait les champs de cacao et de café en République démocratique du Congo. Et le dernier passage des auditeurs a été signalé au mois de juin-juillet 2024 et la certification de nos champs de café et de cacao a été faite en août 2024. Alors maintenant, quelle est la situation de la RDC? Est-ce que réellement la RDC fait de la déforestation pour qu'elle soit victime de ces règlements européens? Je vais vous lire ce que la ministre d'État de l'Environnement m'a demandé de vous faire parvenir. La ministre Eve Bazaïba m'a demandé de dire ceci. Nous avons 80 millions de terres arables qui n'ont rien à voir avec le couvert forestier du pays, qui est de 155,5 millions d'hectares, dont 62% sont des forêts tropicales humides, parmi lesquelles 105 km² de tourbières, des mangroves et des forêts miombo. Nous avons le droit de rentabiliser nos terres avec des cultures pérennes favorables à l'agroforesterie, notamment le café et le cacao. Tous les moteurs de déforestation réunis, la RDC, la RDC, nous n'enregistrons que 0,03% de déforestation par an. Ici, je vais expliquer à toute l'opinion, et nationale et internationale, la différence entre les couverts forestiers et les terres arables. En fait, la RDC a 155 millions d'hectares de forêt. Mais à côté de 155 millions d'hectares de forêt, nous avons 80 millions d'hectares de terres arables. C'est différent. Donc, lorsque nous cultivons sur les 80 millions d'hectares arables, nous ne violons pas le principe de déforestation parce que nous n'avons pas touché aux 155 millions d'hectares. Alors, la confusion qui s'est en fait établie, c'est celle-là. Ne pas savoir différencier quand est-ce que la RDC a touché aux forêts et quand est-ce que la RDC touche à ces terres arables. Arable, ça vient du latin, arare ou arabilis, c'est-à-dire labourer ou cultiver. Une terre arable, c'est une terre labourable, c'est une terre cultivable. Donc une terre cultivable n'est pas une terre forestière. Et donc la différence à établir, c'est celle-là, et la confusion vient de là. Et la ministre de l'Environnement dit que le niveau de déforestation de la RDC est de 0,03% par an.
Bon, pour ceux qui n'ont pas fait l'école buissonnière, ça veut dire ceci. La déforestation de 0,03% par an, ça veut dire qu'il faut 100 ans pour qu'on arrive à la déforestation de 3%. C'est-à-dire, si nous sommes 155 millions d'hectares de terres, de forêts, en 100 ans, la déforestation va seulement atteindre 4,5 ou disons 5 hectares. Est-ce que si en 100 ans, nous allons faire la déforestation de 5 hectares, devons-nous dire qu'on est en train de faire la déforestation de nos forêts? La réponse est non. Donc logiquement, on ne peut pas sanctionner la RDC pour un motif comme celui lié à la déforestation. Deuxième élément important, parce qu'on parle de la RDC, les experts de l'Union européenne, nous ne savons pas si réellement ils ont quel objectif. Parce que les cafés et les cacao ne sont pas des fers à béton. Ce sont des arbres. Donc quand on plante les cacaotiers et les caféiers, ces cacaotiers et les caféiers sont des arbres qui s'ajoutent aux arbres existants. Donc normalement on devrait remercier la RDC parce que la photosynthèse qu'elle remplit ou qu'elle remplisse ces arbres est la même comme celle qu'elle remplissent les autres arbres. C'est-à-dire, quand les arbres captent le CO2 et libèrent l'oxygène, de la même manière, les cacaotiers et les cafés captent le CO2 et libèrent l'oxygène. Donc sur le plan technique, parce que je parle dans un langage pour que tout le monde comprenne, sur le plan technique, il n'y a pas de raison pour les experts de l'Union européenne de devoir dire que nous faisons la déforestation. Au contraire, nous faisons de la réforestation. Et c'est la raison pour laquelle le ministre F. Bazaïba a toujours demandé que nous soyons bénéficiaires du crédit carbone. Parce qu'il a été démontré que nous, la RDC, les bassins du Congo captent 1 milliard de tonnes de CO2 par an. Monsieur le ministre, tout ce que vous dites est bien beau, mais qu'est-ce qui explique alors la motivation de ces décisions? Est-ce que les experts de l'Union européenne n'ont pas pu avoir accès aux données qui leur permettent d'établir leur rapport, si tout ce que vous dites semble apparaître comme né sur le visage? Oui, alors maintenant le problème c'est quoi? C'est que quand l'Union européenne veut certifier les cafés ou les cacao, il envoie les auditeurs pour venir vérifier. J'ai clairement indiqué que les derniers auditeurs sont passés en juin-juillet 2024 et le rapport de certification est sorti en août. C'est un rapport qui a une validité d'1 année. Ça veut dire que c'est en août 2025, normalement, qu'on doit revenir en RDC et voir si réellement il y a eu d'autres évolutions. Un autre élément, monsieur le ministre, c'est que cette mesure ne doit pas se justifier parce qu'il n'y a pas de cacao et de café qui sont plantés au moins à l'an 2024 qui vont produire en 2024. Parce que les cafés et les cacao n'ont que 3 ans pour commencer la production. Donc si on a certifié les cafés et les cacao en 2024, on ne peut pas dire que non, notre café et notre cacao va subir la rigueur du règlement, étant donné qu'il faut attendre 3 ans pour se rassurer que le café qui a été produit l'a été en faisant de la déforestation. Donc c'est une amalgame qui nous a amené, nous gouvernements, à pouvoir communiquer à l'opinion et à annoncer quelques mesures que je vais parcourir tout à l'heure, mais qui seront bien évidemment adoptées à un moment donné par le Conseil des ministres. La première mesure, c'est que nous, on ne va pas prendre des décisions épidermiques. Nous allons renforcer le dialogue avec l'Union européenne, une tripartite, Union européenne, MONUSCO et gouvernement. Pourquoi la MONUSCO? Parce que la MONUSCO est déployée dans toutes les parties où il y a les conflits, pour certifier que les champs desquels sont ici les productions de cacao ne sont pas des champs qui sont défrichés à partir des forêts. La MONUSCO va participer à la tripartite. L'Union européenne, c'est pour expliciter les règlements qui a été voté par son Parlement. Le gouvernement, c'est pour dire exactement ce que je viens de vous dire, pour que la RDC sorte de la liste des pays qui sont listés parmi ceux qui ont détruit l'environnement. Deuxième mesure que nous allons prendre, c'est de renforcer en fait l'Agence nationale de promotion des exportations, l'ANAPEX. L'ANAPEX, l'ONAPAC et l'OCC,
pour que désormais nous puissions avoir une certification nationale. Parce que le fait d'avoir toujours des certifications qui viennent d'ailleurs, les gens viennent du Kenya, les gens viennent du Rwanda, les gens viennent de l'Ouganda, c'est eux qui viennent certifier que nos champs sont bons ou mauvais, on peut leur prêter des intentions. Parce que vous savez, les mêmes experts sont arrivés à faire signer à l'Union européenne un MOU avec le Rwanda pour les matières stratégiques. Alors qu'on sait pertinemment bien qu'il n'y a ni cobalt, ni lithium, ni manganèse, ni nickel qui entrent dans la transition énergétique au Rwanda. Alors, est-ce que ce ne sont pas les mêmes experts qui vont ramener encore à piéger l'Union européenne à prendre des mesures, alors que dans les fonds, il n'y a pas un élément convaincant qui peut amener tout un Parlement européen à prendre une telle résolution vis-à-vis de la RDC. Troisième mesure, nous allons renforcer, comme le président l'a dit, l'initiative chez le ministre couloir vers Kivu-Kinshasa. Le président a estimé qu'il faut créer un couloir qui démontre que la RDC est en plein pied dans la protection de l'environnement et que ce couloir vers Kivu-Kinshasa va permettre de démontrer effectivement quelles sont les zones, et là j'arrive à l'autre mesure, délimiter, définir et circonscrire 3 types de zones. Les zones agricoles, les zones forestières et les zones urbanistiques. Quand nous allons établir cette démarcation, nous allons dire par exemple à l'Union européenne, voici les zones agricoles, voici les zones forestières et voici les zones urbanistiques. Cette typologie et ce zonage va nous permettre de démontrer à la face du monde que quand nous touchons aux zones agricoles, nous n'avons pas fait la déforestation parce que ces zones sont destinées à l'agriculture. L'autre mesure, c'est que le gouvernement, par le biais du président de la République, a annoncé, je crois que c'était à Kalemi, au 24e Conseil des ministres, la création de Kinshasa Mercantile Exchange. Désormais, nous allons avoir une bourse congolaise, qui va nous permettre en fait de participer à la fixation des prix. Parce que tous les prix sont fixés par les acheteurs, et quand ils veulent, ils baissent, quand ils veulent, ils haussent les prix. Et donc le KME, Kinshasa Mercantile Exchange, dont la première réunion a été organisée à la présidence et à laquelle j'ai participé, va permettre effectivement à la RDC d'avoir sa propre bourse pour ses matières premières et de commencer à opposer ce qu'il doit opposer à la face du monde. L'autre mesure du gouvernement, c'est d'intensifier les zones économiques spéciales à travers la République. Et là, comme on parle de cette question de cacao et de café, à l'est, le gouvernement a installé une zone économique spéciale à Moussienene, c'est au sud de la ville de Butembo, pour effectivement permettre aux opérateurs économiques de commencer la transformation. Parce que notre problème, c'est qu'on nous oppose ce genre de mesures, on nous fait ce genre de chantage parce que nous ne faisons pas de la transformation de nos produits. Et les zones économiques spéciales sont des écosystèmes que le gouvernement a créés. À Moussienene, tout ce qui doit transformer le café, le cacao, doivent s'y installer. Et l'avantage d'une zone économique spéciale, c'est quoi? C'est que quand on y est installé, on exporte sans paiement des frais de douane. Et donc c'est pour rendre nos produits compétitifs sur le marché international. Dans la zone ouest, il y a une zone qu'on a créée à Miluna, c'est dans le sud d'Ubangi, à Guaka, j'ai été là-bas. Cette zone, c'est une zone verte qui doit faire la transformation de tous les produits, parce que le cacao n'est pas que produit à l'est. Le cacao est aussi produit à l'Équateur, le cacao est déjà produit dans le Congo central. Donc quand on nous oppose des questions comme l'insécurité, vous dites non, il y a l'insécurité, c'est pourquoi on doit blacklister le cacao, mais qu'en est-il du cacao qui sera produit à Tchela et celui qui sera produit au sud du Bangui? Alors, dans la partie ouest, il y a également la zone économique spéciale de Kinmalebo. À côté de Maluku, il a été monté une autre zone économique spéciale, Kinmalebo, qui est développée par la société Arise. C'est là aussi, les opérateurs économiques, en fait, doivent comprendre que ce n'est pas l'État qui va amener les industries. L'État crée le cadre légal, l'environnement favorable à l'investissement, et c'est aux opérateurs économiques de tirer profit du cadre légal que l'État a mis en place. Mais c'est comme si on attend que l'État lui-même, après avoir créé les zones économiques spéciales, vienne encore installer les usines dans ces zones. Ça, ce n'est pas le travail de l'État. Et donc l'appel que j'ai fait aux opérateurs économiques, c'est de profiter de ce cadre qui a été créé, cet environnement favorable à l'investissement pour devoir investir. Enfin,
la dernière mesure du gouvernement, c'est d'annoncer la diversification des marchés. Comme ministre du Commerce extérieur, je peux vous dire que sous la coordination du gouvernement, nous avons réintégré l'AGOA, qui est cette loi américaine qui facilite l'exportation des produits sur le sol américain sans paiement de frais de douane. C'est un marché de 350 millions de consommateurs. L'Europe, c'est un marché de 742, la population européenne, c'est 742 millions d'habitants. L'Inde aujourd'hui est le pays le plus peuplé, c'est 1,460 milliard d'habitants. La Chine, c'est 1,410 milliard d'habitants. L'Afrique, c'est 1,300 milliard d'habitants. Et la planète, c'est 8 milliards. Donc, la RDC, nous allons diversifier les marchés pour dire, on saisit les marchés américains, on saisit les marchés indiens, on saisit les marchés chinois, et en même temps, on saisit les marchés européens. Comme ça, dans cette compétitivité, la RDC va s'offrir à celui qui va être disposé à pouvoir collaborer avec elle. Et enfin, nous allons renforcer notre collaboration avec l'Union européenne, parce que c'est un partenaire traditionnel avec lequel nous devons avoir des relations solides pour que finalement, avec elle, nous puissions veiller sur la sauvegarde de l'environnement. Voilà. Mais justement, avant de prendre les questions des médias, vous avez été saisi par la FEC. Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter avec elle autour de ces mesures? Exactement. On a été saisi par la FEC. On a largement parlé avec elle. Il y avait un défaut de compréhension par rapport à la mesure qui a été édictée par l'Union européenne. Mais la plus grande annonce aussi à faire ce soir, c'est que la FEC s'est basée sur l'ancienne mesure qui avait été prise en mai 2023. Mais le 2 octobre 2024, donc il y a 2 mois, l'Union européenne a reporté de 12 mois l'exécution de son règlement pour le 30 décembre 2025. Et l'Union européenne a motivé cela par le fait qu'il faut continuer à discuter avec les États, mais également les opérateurs économiques, pour que finalement on soit tous d'accord sur les mécanismes de diligence raisonnée, c'est comme ça qu'ils appellent. C'est-à-dire comment on va mettre en place ces mécanismes de contrôle qui permettent de se rassurer que réellement les produits venus de la RDC ne viennent pas des espaces victimes de la déforestation, mais des espaces qui sont destinés à l'agriculture telle que le gouvernement a dessiné. Non, il n'y a pas de raison de paniquer si la mesure... Il n'y a pas de raison donc de paniquer, c'est la raison pour laquelle je suis passé ici pour dire qu'il n'y a pas de raison de paniquer. Pendant une année, nous allons dialoguer avec l'Union européenne pour expliquer ce que je suis en train de dire ici et voir si l'Union européenne va finalement dire, malgré les explications du gouvernement, je décide. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement devra aussi, dans la réciprocité, prendre des mesures, mais qu'on ne peut pas annoncer maintenant parce que nous allons commencer les discussions et faire valoir les points de vue du gouvernement. Mais en pareille circonstance, lorsqu'il y a des mesures draconiennes, eh bien, les pratiques exigent qu'il y ait de la réciprocité, pas des mesures aussi draconiennes. Mais on n'est pas encore à ce stade. Nous devons d'abord aplanir et arrondir les angles. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le ministre du Commerce extérieur, pour ces éléments d'information. On va prendre les questions. On commence avec celle de Monsieur Amédée Moirab. Merci, Excellence, de la parole. Amédée Moirab pour Finances et Entreprises. Plusieurs questions dans ma tête. Excellence, d'abord, vous dites que nous n'allons pas paniquer, mais vous ne voyez pas qu'il y a lieu justement de prendre déjà des mesures de réciprocité sur quelques produits de l'Union européenne, parce que cette annonce a un effet négatif sur nos produits et qui peut faire en sorte que les autres marchés, notamment les Américains, puissent blacklister ces 2 produits. Ça, c'est la première question. La deuxième question, Excellence, j'étais très loin, donc je n'ai pas suivi vos premiers mots, mais j'aimerais savoir si vous avez les statistiques de ce que nous avons comme production de cacao et de café dans l'Union européenne. Voilà mes 2 questions. Merci. Voilà, Monsieur le ministre. Mais merci beaucoup. Je vais vous lire
la disposition du règlement de l'Union européenne qui dit ceci: compte tenu du report de 12 mois de la date d'application prévue à l'article 38, il convient d'adapter en conséquence les dates figurant dans d'autres dispositions liées en particulier en ce qui concerne l'abrogation du règlement. Donc ça veut dire qu'il y a un moratoire de 12 mois parce que tout simplement l'Union européenne est arrivée à constater que peut-être la décision était prise hâtivement. Ça veut dire qu'on n'a pas consulté les États, on n'a pas interagi avec les producteurs, on a sorti un rapport de certification, mais malgré le rapport de certification, on sort encore une décision, alors que le rapport lui-même a certifié que les cacao et les cafés congolais ne sont pas issus de la déforestation. Mais l'idée qu'on a évoquée, c'est que les auditeurs ont évoqué l'idée de dire qu'ils n'ont pas accès à la zone pour aller faire les contrôles à la suite de l'insécurité. Mais c'est quelle zone spécifiquement, pour être un peu plus précis, monsieur le ministre? Oui, la zone spécifique qui est évoquée par l'Union européenne, c'est la zone de Beni, de l'Ituri, où il y a la cruauté humaine qui, en fait, est l'effet de cette agression rwandaise dont est victime la RDC. Alors, la question qu'on doit se poser, et ça, ce n'est pas encore officiel, c'est de dire comment l'Union européenne, qui sait que nous sommes victimes d'une agression, ne dit par exemple pas que les agresseurs sont installés dans le parc de Virunga, qui est le patrimoine mondial de l'humanité, créé en 1925. Ce parc est détruit, mais jamais il n'y a une disposition de l'Union européenne qui sanctionne celui qui occupe le parc. Alors, comment on va passer tout de suite aux producteurs du café et du cacao, des pauvres paysans qui sont à Beni, qui sont à Ituri, qui sont dans leurs champs depuis des dizaines d'années, qui n'ont défriché ni coupé aucune forêt, parce que nos 155 millions d'hectares sont encore intacts. Donc c'est toutes ces interrogations-là qui disent que le gouvernement doit faire très attention, parce qu'à côté de la guerre qu'on nous fait, quand on trouve que nous voulons changer de modèle économique, on nous fait une autre guerre économique. Et ça, c'est des réflexions comme scientifiques qui commencent à naître. Parce que comment on peut expliquer que le modèle ancien de la colonisation basé sur les matières premières a échoué et que nous voulons migrer vers un autre modèle économique à considérer cette fois-ci l'agriculture comme levier du développement, et quand nous voulons migrer vers là, voilà, on commence à inventer ce genre d'histoire. Je vous donne quelques statistiques. J'ai publié ce matin, du 30 décembre 2024, la mercuriale des prix des produits exportés. C'est la compétence du ministère du Commerce extérieur. Aujourd'hui, la tonne de cacao est à 11 590 $, quand la tonne du cuivre est à 8 800 $. La tonne du cobalt est à 24 000 $, quand la tonne de la papaïne est à 23 000 $. Ça veut dire pour le gouvernement congolais et la population congolaise, on doit faire le choix. Est-ce que devons-nous migrer vers le cobalt, dont les investissements sont lourds, pour n'avoir que 24 000 $ à la tonne, ou devons-nous migrer vers la papaïne, dont les investissements sont légers, et avoir 23 000 la tonne? Devons-nous aller vers le cuivre, dont la tonne est de 8 000 $, ou vers le cacao, dont la tonne est de 11 000 $? Et le ministre de l'Agriculture m'a dit ceci, et je le rappelle à l'intention de la population congolaise: en 2030, nous allons produire 3 millions de tonnes de cacao. 3 millions de tonnes de cacao. Lorsque vous multipliez par une moyenne de 10 000 $, les 3 millions de tonnes de cacao, ça vous fait 30 milliards. Et donc notre produit intérieur brut en 2030, sur les seuls produits du cacao, va augmenter de 30 milliards. Si nous prenons le café, si nous prenons les VA, parce que les VA produit effectivement de latex pour les pneus, les caoutchouc, ça veut dire tous les véhicules du monde, même si on est dans la transition énergétique, où on produit les véhicules électriques, mais ces produits auront besoin de pneus. Et donc, la culture de l'EVA, associée à celle du cacao, à celle du café, les trois cultures industrielles, si on s'y investit, en prenant sur les 80 millions d'hectares de la RDC, par exemple, 10 à 20 millions d'hectares, qu'on consacre à ça, ça nous ramène à 500 milliards de dollars par an qu'on peut engager dans ça. Alors, maintenant, la question des scientifiques, c'est de se dire, est-ce qu'on n'est pas en train de voir finalement l'essor de la RDC à travers l'agriculture pour qu'on freine cet élan-là
parce que ça va remettre en cause le modèle qu'on nous a toujours enseigné, c'est lui de ne considérer les mines comme le seul levier du développement. Voilà en fait les réflexions que nous versons dans l'opinion et que tous les scientifiques du monde peuvent vérifier. Je ne débite pas de mensonges, je suis à la télévision nationale. Et comme scientifique, je serai condamné si je commence à débiter des chiffres qui ne sont pas vérifiables. Voilà, on va prendre les questions de M. Eric Izami, puis ce sera Patrick Lacoué. Non, les statistiques, aujourd'hui, nous avons 240 000 planteurs de cacao. Et à l'heure qu'il est, nous produisons entre 100 000 et 200 000 tonnes de cacao par an. Multiplié par 11 000, vous voyez combien de milliards on veut nous empêcher à gagner pour soutenir l'économie congolaise. Donc c'est une manne, en fait. Parce qu'en fait, si 8 milliards de Congolais, vous savez, le cacao donne le chocolat. Même si nous, on n'a pas la culture du chocolat, comme chez moi, à Kipese, on en prend moins. Et je sais que chez beaucoup de gens, on en prend moins, mais ailleurs, on en prend. Et les Chinois commencent à en prendre. Ils sont 1,4 milliard. Je crois que si chaque Chinois peut prendre un chocolat par an, ça fait 1,4 milliard de chocolat. Or, il y en a qui prendront 2, 3, 4 par an. Ça fait autant. Et donc, il faudra autant de millions de tonnes qui font que la RDC va être en fait le premier producteur mondial du cacao. Parce que la Côte d'Ivoire est en train de baisser, de dégringoler. Mais nous avons l'espace de Walikale au nord Kivu, le Beni et l'Ituri et l'espace de la Chopo principalement. Et donc ces espaces-là, mis ensemble, peuvent nous amener à produire 3 millions de tonnes de cacao lent associés à la culture du café. Et je vous rappelle que les cacao congolais et les cafés congolais sont les meilleurs cafés et cacao du monde. Parce que c'est du café bio, c'est du cacao bio qui ne sont pas produits sur base d'aucun engrais chimique. Ce n'est pas des terres naturelles que nous les produisons et tout le monde le sait. Maintenant, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une politique voilée de vouloir nous empêcher d'atteindre ces objectifs-là de faire de la RDC la locomotive du développement de la RDC? Là, on va discuter avec l'Union européenne pour dire accompagnez-nous plutôt à réaliser les rêves des Congolais, de voir les paniers de la ménagère finalement changer pour chacun de nous. Merci. Voilà, M. Eric Izami. Merci de la parole, Excellence, Monsieur le ministre. Vous avez commencé par le vœu. Nous faisons aussi la réciprocité. Nous vous présentons aussi nos vœux. Merci. Alors, je prends le ministre Julien Paluku au mot quand il cite la Côte d'Ivoire. En son temps, lorsque la Côte d'Ivoire avait été frappée par la même Union européenne, on a vu directement le président Alassane Dramane Ouattara prendre la parole et parler avec fracas que la Côte d'Ivoire se dirigerait vers la Chine, les États-Unis et les autres directement. Mais chez nous, j'apprécie ce que vous faites. Ce soir déjà, vous êtes venus pour donner à la population la bonne information qui est fiable, vérifiable et tout ça. Mais j'ai comme l'impression que chez nous, on a souvent besoin d'aller un peu comme si on amadouait des gens. Nous, il faut dialoguer avec eux, leur expliquer qu'ils ont pris des mauvaises décisions. Est-ce que n'est-il pas venu le moment aussi de dire non, par exemple? Parce que nous sommes quand même souverains. Que répondez-vous à ceux des Congolais qui pensent que souvent nous, on fait un peu... Alors qu'on peut faire fi, par exemple, de l'Union européenne pour aller, par exemple, en Chine, aux États-Unis, nous avons déjà la GOA. Qui répondez-vous à ceux des Congolais qui pensent que par moment, nous, on négocie notre souveraineté? On n'est pas... Alassane Dramane Ouattara l'a fait, on ne l'a pas tué pour autant. Pourquoi est-ce que chez nous, on devra aller dialoguer, comme vous avez dit, caresser un peu dans le sens de la parole? Merci bien. J'ai bien suivi le président ivoirien Alassane Ouattara qui a dit effectivement que, faute de prendre le café ivoirien, on va diversifier les marchés. Je crois que ça ne s'éloigne pas de ce que j'ai dit tout à l'heure. Qu'effectivement, je peux le dire en des mots, parce que moi je suis ministre, lui il est président. Hein? Moi je le dis en des mots comme ministre du commerce. Pour dire, justement au nôtre aussi, les chefs pour dire, nous avons déjà commencé la diversification des marchés. J'avais annoncé il y a quelques temps que j'étais revenu de la Chine, où on a fait une commande de 1 million de tonnes de soja, autant de centaines de milliers de tonnes de piment, de cacao, de café. On a voté, on a fait adopter par le gouvernement la stratégie nationale AGOA de la RDC, où on a listé 21 produits et 5 produits du secteur minier qui sont déjà intégrés dans la stratégie AGOA RDC, pour que désormais on commence à exporter ces produits-là vers les États-Unis. Je crois qu'à un moment donné, je vais vous
vous distribuez la stratégie nationale AGOA, pour que vous compreniez que la RDC a déjà diversifié ses marchés. Et j'ai été clair en vous donnant les statistiques des populations. Je crois que tout le monde a compris. Quand j'ai dit l'Europe, c'est 740 millions d'habitants, la Chine, c'est 1,4 milliard, l'Inde, c'est 1,4 milliard, l'Afrique, c'est 1,3 milliard, c'est pour vous dire que je ne suis pas en droit d'annoncer ce genre de mesures, mais c'est pour vous montrer l'aéropage des marchés qui existe pour nous et que nous devons saisir. Et comme ministre du Commerce extérieur, je suis là pour ça. Le moment viendra de prendre des restrictions qu'il faudra dans le cas de la réciprocité, si réellement on prend des mesures à la compte de la RDC. Vous savez, la population parle avec émotion. Si à l'émotion de la population doit s'ajouter l'émotion des dirigeants, on a une grande émotion. Et donc, ça sera difficile de diriger le pays. Nous comprenons l'émotion de la population, mais nous, comme gouvernants, nous devons avoir la tête froide pour nous permettre, lorsque nous allons sortir de la décision, que les gens comprennent que la décision a été mûrement réfléchie sur base des analyses que je viens de vous faire. Lorsqu'on la prendra, tout le monde dira la RDC a raison de prendre ces mesures. Et donc, nous ne sommes pas en train de dire que nous avons peur de prendre une mesure, mais nous respectons le principe d'explication, de dialogue entre partenaires, parce que de toutes les façons, l'Union européenne, c'est notre partenaire. Avant de casser les œufs, pour faire des omelettes, on doit d'abord commencer par parler. Il faut pondre d'abord les œufs avant de les casser. Merci. Voilà, on va prendre les questions de Patrick Lacoué, puis ce sera Oscar Mbal. Merci, Excellence, pour la parole. Monsieur le ministre du Commerce extérieur, ma première question est sur la cartographie du café cacao congolais, puisque la sanction arrive, mais on ne sait pas présenter clairement cette cartographie. Le café cacao congolais est produit dans quelle zone? La deuxième question est sur la politique de transformation et même la politique de consommation locale, puisque la population congolaise est estimée à plus de 100 millions d'habitants, ce qui veut dire, si on revient à votre exercice de tout à l'heure, $1 de consommation par population, sur les 100 millions, ça nous fait 100 millions de dollars. Et si cette population consomme régulièrement le cacao, le chocolat, produit du cacao et le café aussi, si on aura de l'argent dans notre caisse de l'État. Donc, quelle est la politique de transformation et la politique de consommation locale du café et cacao congolais? Merci. Très bien. Merci beaucoup. Je pense que la solution pour nous, les pays africains, passe par là. Lorsque j'étais ministre de l'Industrie, j'avais dirigé une réunion ministérielle de tous les ministres de l'Industrie de la RDC pour proposer une décision comment on appelle ça, au sommet des chefs d'État. C'était à Niamey, où nous avons fait passer une décision adoptée par les sommets des chefs d'État pour consacrer désormais 10% du budget de tous les pays africains au développement industriel. Pourquoi? Parce qu'on a constaté que nous ne sommes que dans les modèles anciens d'extraction des matières premières pour alimenter l'industrie européenne. Est-ce que savez-vous que tout ce qu'on nous fait comme guerre ici, c'est parce que peut-être la population ne connaît pas la réalité de la pollution. La pollution sur toute la planète Terre, elle se présente comme suit. L'Europe, les États-Unis, la Chine, le Japon, tous ces pays industrialisés polluent la planète à 96%. Et l'Afrique pollue la planète à 4%. Toute l'Afrique, 54 pays. La première victime du changement climatique. Alors, donc, si 54 pays polluent à 4%, si on doit prendre la proportion de la RDC, il faut diviser ces 4% par 54 pour trouver la proportion de la pollution de la RDC. Donc, normalement, les pays qui devraient être condamnés et pour lesquels on devait voter des résolutions et des règlements, ce sont ces pays européens, américains et asiatiques, pas les pays africains. Donc, c'est l'inverse qu'on fait, parce que nous, les pays africains, on n'a pas d'outils de sanctions. Nous sommes victimes de ceux-là qui, pourtant, sont les pollueurs. Prenez l'Allemagne. Lorsque la guerre russo-ukrainienne a éclaté, l'Allemagne a manqué de l'énergie parce qu'il n'y avait pas de gaz. Elle a recouru au charbon, les lignites.
pour ceux qui connaissent. L'Allemagne a recouru au charbon, mais jamais on a entendu l'Union européenne sanctionner l'Allemagne pour avoir fait recours au charbon qui en fait produisent du CO2 qui détruisent la couche d'ozone. Et donc c'est des éléments comme ça que nous devons échanger à longueur de journée pour que nous arrivions, nous Africains, quand même à faire comprendre au monde que non, nous sommes victimes innocentes. Nous polluons à 4% et c'est à nous qu'on applique des règlements pour dire vous êtes en train de polluer, vous êtes en train de faire ceci. Quand la ministre Bazaïba dit à tous ces pays occidentaux de nous payer les crédits carbone pour nos 155 millions d'hectares qui amortissent 1 milliard de tonnes de carbone pour qu'il n'y ait pas de réchauffement climatique, on n'en obtient pas. Donc c'est un combat que nous devons mener et je suis d'accord avec vous qu'il faut une politique solide de transformation. Et j'étais au sommet des commissaires à Bujumbura où la thématique c'était la création de chaînes de valeur africaines. Comment nous devons créer les chaînes de valeur africaines? Alors, tant que nous serons en train de nous abréver sur d'autres pour être sous perfusion, eh bien, on nous laissera sous la perfusion et on deviendra des éternels malades. Et donc, moi, je pense qu'il faut une révolution au niveau africain qui nous permette de changer de paradigme de gestion de nos ressources par la transformation locale et les chefs d'État l'ont adopté effectivement à Niamey. Mais la mise en œuvre reste le problème. Alors, la cartographie de la production de cacao et du café, la plus grande zone de production, c'est l'espace Est. Mais toutes les plantations de l'espace Ouest, notamment l'Équateur, ont été abandonnées. Mais c'est aussi un espace qui produit suffisamment de café et du cacao. Alors, ce que le gouvernement doit maintenant organiser, au-delà de ce que nous devons faire ici, c'est de construire les routes, et c'est le plan qui est fait au ministère des Infrastructures, c'est de construire les centrales hydroélectriques, et c'est d'intensifier ces zones de transformation agricole. Parce que si on a les cafés et les cacao à l'Équateur et qu'on n'a pas de possibilité de l'évacuer et de les transformer là-bas, eh bien nous allons rester sous la coupe de ceux-là qui nous appliquent des sanctions. Donc il y a quand même un travail important à faire au niveau du gouvernement, et c'est ce qu'on est en train de faire, pour rendre notre cacao compétitif sur le marché international. Nous devons améliorer certaines conditions au niveau interne. Les routes, l'électricité, les zones économiques spéciales, qui sont des outils de viabilisation de notre production au niveau international. Donc la question que vous posez à ce pesant d'or, et le gouvernement y travaille à travers ses différents ministères. Voilà, on va prendre les questions plutôt de Jacques Moulouba. Merci. Monsieur le ministre du Commerce extérieur, vous avez presque évoqué l'essence de ma question, mais je vais être plus concret. L'Union européenne prend sa décision au moment où la RDC est agressée. Nous sommes pendant la guerre. Et si on doit se rendre compte que l'Union européenne, dans d'autres secteurs ou dans d'autres domaines, intervient d'une manière ou d'une autre contre la RDC, sur le plan militaire par exemple, avec ses aides aux pays qui nous agressent. Et aujourd'hui, l'Union européenne vient avec une série de mesures par rapport à la RDC. De manière claire, est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est un front environnemental qui est ouvert par rapport économico-environnemental par rapport à la guerre qui sévit dans notre pays? Est-ce que l'Union européenne n'est pas en train d'appuyer un autre front par rapport à l'existant? Deuxième question, Monsieur le ministre, vous avez annoncé beaucoup de mesures prises par le gouvernement pour faire face à cette situation. Vous ne pensez pas que ces mesures arrivent après que l'Union européenne ait vociféré? C'est-à-dire, c'est des mesures qui arrivent en retard. Pourquoi cela? Par exemple, est-ce qu'il fallait attendre que l'Union européenne intervienne pour que vous puissiez annoncer le travail de faire la typologie des forêts de zonage, par exemple, dans notre pays? Où étiez-vous avant? Pourquoi l'Union européenne doit vous donner, je ne sais pas moi, de béquilles pour faire le travail qui est vôtre? Merci. Merci bien, M. Jacques. Ma réflexion de tout le temps a toujours été celle-ci. Le monde où l'environnement international est un environnement d'intérêt.
Et tous les pays du monde suivent le comportement des États. Si vous vous montrez faible, les pays vous accompagnent dans la faiblesse. Si vous vous montrez fort, les autres pays vous accompagnent dans votre capacité de démontrer que vous êtes fort. Alors, c'est à chaque pays de choisir s'il veut qu'on l'accompagne dans la faiblesse ou s'il veut qu'on l'accompagne dans ses forces. Et je pense que ce qu'on est en train de faire, c'est de vouloir démontrer que nous voulons que nous soyons accompagnés dans les capacités qui vont permettre à notre économie de devenir forte. Alors, quand vous dites, est-ce que c'est aujourd'hui que nous annonçons ces mesures, c'est aujourd'hui que l'Union européenne nous pousse? Non. Je suis passé ici le 30, nous sommes le 30 décembre 2024, mais quand j'ai dit que le président de la République a annoncé la création du Kinshasa Mercantile Exchange, ce n'est pas à la suite de la décision de l'Union européenne. Lorsque la ministre d'État de l'Environnement, celui de l'Agriculture, sont dans le cadastre agricole, c'est une décision qui avait été déjà votée par le gouvernement. C'est-à-dire, au-delà du cadastre minier, le gouvernement a déjà mis en place les cadastres agricoles. C'est-à-dire quoi? C'est les zonages des zones qui sont destinées à l'agriculture. Parce qu'on dit, nous avons 80 millions d'hectares de terres arables. Mais où sont ces 80 millions? C'est le cadastre agricole qui va dire, dans la province du Congo central, sur les 80 millions d'hectares de terres arables, il y a ceci. Dans la province du Nord-Ubangi, il y a ceci. Dans la province de Lualaba, il y a ceci. Dans le Nord Kivu, il y a... C'est un travail qui a déjà été fait, mais notre passage ici était de communiquer avec la population congolaise et la communauté internationale sur tous les dispositifs que le gouvernement est en train de mettre en place pour contrer en fait la mesure qui a été prise par l'Union européenne pour dire, mais comment l'Union européenne oublie que les cadastres agricoles existent? Comment l'Union européenne oublie que les zonages existent? Comment est arrivé à prendre une mesure alors que le cacao congolais n'est pas ici des zones victimes de la déforestation? Donc c'est tous ces éléments-là qu'on a ramassés pour que nous restituions à l'opinion et que l'opinion comprenne avec nous que soit on est victime d'un autre complot ourdi quelque part, soit on est mal compris, et c'est la raison pour laquelle nous avons dit que nous allons engager les dialogues avec l'Union européenne pour dire non, vous avez pris la décision, mais voici les éléments à notre disposition. Est-ce qu'avec ces éléments, vous confirmez votre mesure? Et c'est la raison pour laquelle l'Union européenne a reporté de 12 mois. Si, in fine, malgré les éléments que j'ai évoqués ici, les explications, l'Union européenne prend ces mesures pour blacklister notre café et notre cacao, nous reviendrons ici, monsieur le porte-parole, pour vous dire quelles sont les grandes mesures qui seront annoncées, parce que comme ministre du Commerce extérieur, j'ai la charge de réguler les importations et les exportations. Donc je vais prendre un arrêté pour interdire tout et rien n'entrera sur le territoire congolais. Je l'ai fait avec les carreaux. On a commencé à me traiter d'être actionnaire dans les entreprises parce que tout simplement, je voudrais sauvegarder la production locale. Je l'ai fait avec les ciments pour dire, mais nous avons déjà 3 cimenteries à Kimpese. Est-ce que devons-nous continuer à faire entrer des ciments de l'extérieur pour tuer les emplois que créent nos cimenteries? Si les opérateurs économiques sont capables de nous construire des usines de transformation de cacao pour produire le chocolat, je prendrai l'arrêté pour interdire l'entrée du chocolat en RDC. Parce que j'aurai en substitution un opérateur économique qui sera en train de nous produire du chocolat. Donc la balle est dans les camps des opérateurs économiques pour saisir cette opportunité qu'offre le ministère du Commerce qui a la latitude de prendre n'importe quelle décision en vertu des règles de l'Organisation mondiale du commerce. Je l'ai fait avec la Zambie. Lorsque la Zambie faisait tout entrer au nom de l'accord entre la RDC et la Zambie, j'ai pris des mesures. Vous aviez suivi que la Zambie avait fermé la frontière. Je suis allé rencontrer le ministre à Lubumbashi. Et quand j'ai expliqué la portée des mesures, il n'a pas fait 12 heures pour ouvrir la frontière parce que j'étais dans le droit comme ministre du Commerce de réguler les importations qui viennent d'ailleurs, qui ne doivent pas venir tuer l'économie congolaise. Et c'est comme ça que les États en fait se comportent. Donc ne me demandez pas de prendre ces mesures maintenant, tant que nous sommes dans un processus d'explication de ce que la RDC fait et de la bonne foi. Mais alors, entre les États, il n'y a pas que la bonne foi, il y a les intérêts. Si nos intérêts sont menacés, nous allons aussi menacer les intérêts des autres, mais de manière
beaucoup plus catholique, sans entrer dans beaucoup de frustration. Voilà, on va prendre les deux dernières questions. La question de M. Glore en Féféré et puis on terminera par une question en Swahili de M. Mbelechi. Allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour la parole. Excellence Julien Paluku, au mois de septembre dernier, vous avez participé à un panel de haut niveau organisé à marge du sommet du forum Chine-Afrique. J'étais derrière vous, il y avait le ministre Kizito Domine, il y avait la gouverneure Fifi Masuka, il y avait également le ministre de l'Industrie. Ces jours-là, je me rappelle bien, vous avez annoncé que le gouvernement de la RDC et le gouvernement chinois avaient mis en place un accord pour que le produit Made in Congo soit exporté vers la Chine. Oui. Aujourd'hui, où en est-on avec cette mesure? Merci beaucoup. Je suis le signataire de l'accord avec mon homologue du commerce de la Chine. Effectivement, nous avons déjà signé l'accord entre la RDC et la Chine. Le chef de l'État a mis en place la task force qui est d'ailleurs co-dirigée par le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba et moi-même pour sensibiliser davantage les opérateurs économiques à conquérir les marchés chinois. Donc cet accord nous rend éligibles aux exportations vers la Chine sans paiement des frais de douane. C'est encore une annonce, pas en direction du gouvernement, mais en direction des opérateurs économiques. Tous ceux qui me suivent à travers la République, le gouvernement a déjà offert un cadre pour exporter vos produits vers la Chine sans paiement de frais de douane, mais en respectant bien sûr la certification. Et c'est l'une des mesures que j'ai prises au niveau de l'OCC pour assainir la gestion de l'Office congolais de contrôle et permettre la construction de plusieurs laboratoires dans les zones frontalières pour permettre que la RDC soit hissée au standard d'autres pays, que lorsque le produit vient de la RDC, qu'il ne soit pas détruit lorsqu'il a franchi les frontières. Parce que souvent on nous rattrape par là, quand nos produits sortent de la RDC, qui n'ont pas respecté les principes de traçabilité ni d'estampillage, eh bien, lorsqu'ils arrivent à l'extérieur, on les détruit. Et c'est comme ça que vous avez beaucoup de produits qui sont labellisés pour la partie Est, Made in Rwanda, Made in Uganda, Made in Kenya, alors que ce sont des produits qui sont venus de la RDC. Alors, est-ce que tous ces pays-là ne sont pas dans cette machination pour empêcher finalement que la RDC ne s'organise, parce que c'est eux qui tirent profit des exportations. Parce que quand on exporte le cacao à partir de l'Ouganda, à partir du Kenya, à partir du Rwanda, ou même des minerais, qui sont labellisés Made in ces pays-là, ce sont ces pays qui ont les rentrées de devises. Et donc c'est toute cette bataille économique devant laquelle la RDC fait face, et ce n'est pas facile. C'est pourquoi nous avons besoin du soutien de tout le monde, y compris la presse. Et nous vous remercions, vous la presse, de la manière dont vous rendez l'image de la RDC. Parce que souvent l'image est ternie à l'extérieur, comme si c'est un pays qui n'est pas fréquentable, un pays où il n'y a personne qui réfléchit, où nous tous, nous sommes mis dans un panier de personnalités qui ne peuvent concevoir aucun plan de développement. Donc je voudrais vous remercier pour ce travail que vous faites, pour que finalement les gens comprennent que la RDC regorge autant de potentialités d'intelligence qui peuvent changer la manière de voir les choses. Et lorsque nous voulons changer la manière de voir les choses, rassurez-vous que le président de la République aura beaucoup d'attaques. Parce que quand il veut changer le paradigme ou les modèles économiques, ça va heurter les intérêts économiques des grands. À supposer qu'on commence à transformer et le cuivre, et le cobalt, et le café, et le cacao ici. Mais que deviennent les industries occidentales qui font le même travail? C'est cet exercice auquel nous sommes soumis. Et donc nous devons y aller comme un éléphant qui marche sur les œufs, pour en même temps veiller sur nos intérêts, veiller sur les intérêts des autres. Parce que dans un monde planétaire, on ne peut pas ne veiller que sur ses intérêts sans regarder là où les autres aussi doivent gagner. Donc c'est ce partenariat-là gagnant-gagnant que le président Félix Tshisekedi est en train de construire en ne cassant pas les œufs, mais en veillant sur les intérêts de la RDC. Donc, le message est clair, opérateurs économiques, saisissez l'opportunité de l'accord RDC-Chine, saisissez l'opportunité de l'accord AGOA, RDC, États-Unis, saisissez aussi l'opportunité des facilités européennes, comme ça nous allons diversifier les marchés, et les uns partiront aux États-Unis, d'autres iront en Europe, d'autres iront en Chine, et je crois que ça va permettre une bonne concurrence, et les plus
rapide prendra la production qui sortira de la RDC. C'est qui le plus rapide? Là, c'est à chacun de savoir. Voilà, on va prendre la dernière question en Swahili avec Mbelechi. Asante. Swali langu kwa Waziri Julien Paluku. Umoja wa Ulaya umechukua hatua ya kupiga marufuku kawa na kakao za DRC. Nakumbuka mwaka 2022 tuliwahi kufanya safari jimboni Kivu Kaskazini. Tulishuhudia vipi shughuli za kutengeneza kawa na kakao zinatoa pesa kwa raia haswa mashariki, na ukiangalia takwimu ambazo zimetolewa, kawa na kakao zimezalishwa zaidi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unaweza kutupatia leo sababu gani Umoja wa Ulaya umepiga maarufu kawa za mashariki mwa DRC, haswa za DRC, na hatua gani serikali imechukua ili raia wasiathirike zaidi, kwa sababu licha vita lakini watu wanaendelea kulima kawa na kufanya biashara ya kawa? Asante. Asanteni sana, lakini sijui kama nitaeleza Swahili kama wewe. Tajaribu pia kidogo. Kwanza nitatoa salamu zangu za rambirambi kwa wakaji wote wa mashariki ya Kongo ambao wanakumbwa na vita, kwa sababu sasa hizi wamoja kati yao wako ndani ya ukimbizi na hawataweza kupitisha hizi sikukuu za mwisho wa mwaka wakiwa na furaha. Kwa hiyo wapokee salamu zetu za rambirambi tukiwa pamoja nao kwa mateso ambao wanapitiamo. Kufuatana na swali la kwako, kama tumepatikana hapa kunako mitambo ya televisheni ya taifa, ni kwa sababu Umoja wa Ulaya uliweza kukamata hatua ya kusema tangu Januari 2025 hakuna kahawa ama kakao ambayo itaingia kwenye bara la Ulaya, kwa sababu wazungu wanasema ya kwamba kahawa na hiyo kakao ya kwetu inatoka ndani ya misitu ambayo tumeweza tukakata, na wengine wanasema ni kwa sababu ya ukosefu wa usalama. Ndiyo maana nimeweza kualikwa na mwenzangu waziri wa upashaji habari ili nifike kwa kuelezea wananchi wote wakaaji wa Kongo na ulimwenguni ya kwamba sisi kama Kongo tunaheshimu mila za kuweza kuangalia vipi mazingira tunaweza kuyakinga, kwa sababu ni sisi tunaokuwa na misitu kubwa ulimwenguni. Tuna hektari karibu milioni 155 na tunaikinga sana. Pia tuna mashamba ambazo zinapaswa kulimwa. Sasa tunapaswa kutofautisha zile nafasi za misitu ambazo hazipaswi kuguswa na nafasi za mashamba. Kwa hiyo Umoja wa Ulaya ni lazima waelewe ya kwamba kuna utofauti kati ya misitu na mashamba, kwa sababu wakiweza kutuadhibu kwa kazi tunayoifanya kwa kulima shamba zetu, itakuwa ni kukeuka haki ya binadamu. Na ndiyo maana nimeweza nikapita hapa kwa kuelezea wananchi wote ya kwamba huko mashariki mwa Kongo na sehemu zote watu wasiwe na shaka, kwa sababu tayari serikali imechukua mipango ya kuweza kukutana na wakuu viongozi wa Umoja wa Ulaya ili wawaelezee vile Kongo inavyokinga mazingira na haistahili kupigwa marufuku, kwa sababu kazi inayoifanya ni kazi ya kuweza kusaidia ukingo wa mazingira. Kwa hiyo watu wawe utulivu, na sisi kama government tukiwa na mkuu wa nchi Rais Felix Tshisekedi tuna matumaini yetu yote kwa wale wakulima ambao ni zaidi ya 1200 wanaolima kahawa na kakao ambao watapata fursa siku zijazo. Kwa hiyo mwaka huu unaokuja Januari 25 hakutakuweko hiyo hatua ya kukataza kahawa na kakao kwenda Ulaya. Hiyo hatua wamerudisha mbali Disemba mwaka 2025. Asanteni sana. Voilà, merci beaucoup Monsieur le ministre du Commerce extérieur qui répondait à Swahili à la question sur la problématique de la production du café, du cacao et de son accès justement au marché européen au lendemain de la mesure qui a été prise mais qui finalement ne pourra être appliquée que d'ici une année, soit en décembre prochain. Monsieur le ministre, nous avons terminé. Est-ce que vous avez un mot pour clôturer l'exercice de ce soir qui a porté spécifiquement sur la question du cacao et du café? Non, le dernier mot, c'est de rassurer la population congolaise que le président de la République et l'ensemble du gouvernement prennent à bras le corps la question
de cette mesure de l'Union européenne tendant à restreindre l'entrée du cacao et du café sur les sols européens. La motivation, elle est fondée lorsque l'Union européenne trouve qu'on ne doit pas accepter des produits qui sont issus de la déforestation. Cette motivation est fondée. Mais par contre, le gouvernement congolais a tenu à communiquer à l'opinion que le café et le cacao congolais n'est pas issu des espaces victimes de déforestation. Le café et le cacao congolais est issu des terres arables qui sont au nombre de 80 millions. Et pour cela, l'Union européenne, ayant compris ces quelques explications, a dû repousser l'entrée en vigueur de ce règlement au mois de décembre 2025, période au cours de laquelle nous, gouvernement, Union européenne, MONUSCO et tous les partenaires, nous allons nous mettre autour d'une table pour devoir examiner réellement les avancées auxquelles nous sommes arrivés et qui ne peuvent pas justifier qu'une telle mesure soit appliquée à la République démocratique du Congo. Voilà, merci à vous, Monsieur le ministre du Commerce extérieur. Merci à vous, chers professionnels des médias. Nous vous remercions pour l'accompagnement pour l'année 2024. Je vous remercie d'avoir pris le temps de suivre ce numéro de Instant Doc jusqu'à la fin. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro pour le décryptage. Sur ce, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, d'activer la cloche de notification, de partager cette chaîne maximum autour de vous, parce que c'est en vous abonnant et en likant nos vidéos que YouTube va aussi apporter aussi en lumière cette chaîne, proposer cette chaîne à plusieurs personnes, car nous faisons un travail extraordinaire pour l'édification de l'Afrique. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine publication.